Nous écoutons Docteur Eloméry. Arthur, pour changer ensuite les slides, Non. Oui. Super, merci. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là et de parler au sein de la société médico-psychologique qui a une longue histoire et quand on a l'habitude de travailler les textes anciens, c'est un peu émouvant, quoi, de faire partie même modestement de cette histoire-là. En fait, je crois que j'ai passé un peu et un peu beaucoup trop de temps dans la littérature historique et qu'il faut maintenant, pour moi, essayer d'en sortir. C'est pourquoi je viens vous parler aujourd'hui à partir d'une thèse de philo que j'ai fait sur l'aliénisme, mais avec l'idée et l'ambition d'emmener un peu plus loin, ou finalement de ramener un peu plus près de nous mes questions sur l'épistémologie psychiatrique. Comme le suggère le titre de mon intervention, il s'agira de chercher la valeur de vérité que pourrait contenir le savoir psychiatrique. Je suis donc pas là pour faire l'histoire du savoir psychiatrique, mais plutôt pour interroger les rapports du savoir psychiatrique à son histoire. Et si je convoque l'histoire du savoir psychiatrique, et plus précisément l'histoire de la sémiologie aliéniste, c'est parce que je voudrais que l'on commence par s'interroger sur la capacité d'un savoir clinique à conserver sa pertinence dans le temps, à travers l'histoire, et par là que l'on en vienne à éprouver la notion même de vérité dans son rapport conflictuel à l'histoire. Il s'agit pour moi, en quelque sorte, de rompre le pacte méthodologique qui me lie à l'épistémologie historique comme courant de pensée et comme repère méthodologique pour ma thèse de philo. Car si l'épistémologie historique m'a permis de comprendre comment se sont élaborés les concepts aliénistes, elle reste insuffisante pour rendre compte de ce qui, dans la clinique, résiste à l'histoire elle-même. C'est précisément ce reste, cet irréductible, dont je cherche à penser la subsistance pour dépasser les limites d'une épistémologie historique et pour essayer surtout de voir comment bien encapsuler dans une notion d'opacité épistémologique, que je vais essayer de brièvement vous présenter, quelque chose comme une vérité, notion ô combien polémique. Une vérité de la sémiologie pourrait échapper à l'histoire des idées, donc échapper à sa propre désuétude dans l'histoire. Je vais d'abord essayer de recontextualiser un peu mon propos et d'introduire cette notion d'opacité épistémologique qui est une notion centrale dans mon travail de thèse, mais je voudrais pour autant pas me perdre complètement en abstraction, car il s'agit surtout de vous dire comment j'en suis arrivé à me soucier de cette notion de vérité. En gros, c'est en suivant les conceptions linguistiques des rapports de la pensée au langage, qui agissaient de manière patente dans la formation d'une sémiologie aliéniste, que j'ai cherché à reconstituer l'histoire d'un problème propre à la médecine mentale. Ce problème a d'abord pris la forme aveugle d'une anomalie théorico-clinique, c'est-à-dire celle d'une sorte de hiatus inconciliable entre la théorie que Pinel, le premier des aliénistes, avait mobilisée pour expliquer le fonctionnement de l'entendement humain, et la réalité pathologique à laquelle ces explications voulaient, mais ne parvenaient pas à s'appliquer. C'est l'irréductibilité de la clinique à la théorie qui a été l'idée centrale dans ma thèse. Et j'en venais à penser les rencontres cliniques entre médecins et malades comme le lieu d'une interaction entre la théorie et la réalité, le lieu où la théorie aliéniste se mettait à l'épreuve du réel. Concrètement, j'ai étudié l'évolution des concepts sémiologiques dans la clinique aliéniste, et que ce soit les différentes étapes de l'évolution du concept d'hallucination psychique, en passant par Bélanger, par Segla, puis par Georges Petit, oui, pardon, j'en suis là au niveau des diapos, où le raffinement progressif de la notion d'intuition psychique qui permet la conceptualisation des folies résonantes et des délires d'intuition au début du XXe siècle. L'évolution de la sémiologie aliéniste montre que le problème qui consistait à ne pas pouvoir concevoir une pensée sans langage a été finalement productif en tant que problème, dans la mesure où ont été riches les élaborations sémiologiques visant à résoudre ce problème, à combler ce hiatus entre la théorie et la clinique. C'est comme si la production de savoir, de concepts psychopathologiques et de mécanismes morbides s'était progressivement, mais silencieusement, insinuée dans ce rapport entre la pensée et le langage pour le scinder
et pour que devienne possible et conceptualisable de la pensée sans langage. Et ce processus se poursuit de manière implicite jusqu'au retournement de situation de la première moitié du XXe siècle, quand on rentre dans l'ère des grandes synthèses dogmatiques. Car pendant la première période aliéniste, ou pendant le XIXe siècle, la conceptualisation théorique des rapports de la pensée au langage, ou plutôt la non-conceptualisation théorique des rapports de la pensée au langage, a travaillé de l'intérieur la pensée aliéniste, mais sans jamais apparaître en surface ni explicitement comme un problème. Des enjeux théoriques et linguistiques se sont insinués dans le savoir aliéniste sans que les aliénistes décident vraiment ni explicitement de les incorporer. À l'inverse, au début du XXe siècle, à l'époque des grandes synthèses dogmatiques en psychiatrie, les psychiatres ont mobilisé des versions conceptuelles très sophistiquées des rapports de la pensée au langage, au sein desquels ont prospéré leurs spéculations théoriques et les observations cliniques qui étaient alors subordonnées à cette théorie. Je m'attarderai pas beaucoup là-dessus, mais on n'a pas vraiment besoin de rappeler le rôle que jouent les théories du langage dans une pensée comme celle de Lacan, par exemple. Et dans le cadre de mon propos du jour, ce qui est intéressant à relever dans ce changement de perspective et de paradigme, entre guillemets, c'est surtout qu'il amène un changement dans ce qui peut être conçu comme un fait clinique, comme une positivité. L'exemple le plus marquant en est sans doute le contenu des rêves qu'explore la psychanalyse, mais je crois aussi que certaines des catégories de la phénoménologie psychiatrique deviennent accessibles seulement à ce moment-là de l'histoire du savoir psychiatrique. On peut ainsi décrire le retournement de perspective opéré au début du XXe siècle comme une rupture dans les conditions de positivité des faits cliniques. Autrement dit, ce n'est pas seulement le contenu des savoirs qui change, ce sont les faits que concerne la réalité qui changent. Les faits ne concernent plus la même facette de la réalité. Dans un sens, cette manière d'historiciser les faits cliniques tend à conforter une position relativiste sur les symptômes mentaux. Et en effet, même si une certaine psychiatrie s'y complaît encore, l'épistémologie contemporaine, elle, ne fait plus grand cas de la thèse d'un réalisme de la clinique qui plaiderait naïvement pour l'autonomie des faits. La science n'a jamais affaire à des faits autonomes. De l'anarchisme épistémologique de Paul Feyerabend, je retiens pour ma part, au moins, qui se cache moins de réalité que de conformisme, d'obscurantisme et de théologie dans l'adoration des faits. Et Steve de Mazeux, qu'on a écouté ce matin, quant à lui, nous met en garde contre le mythe de l'autonomie des faits cliniques, mythe sur lequel la psychiatrie prétendrait établir la stabilité de son appareil sémiologique. Aussi, d'un point de vue plus général, une approche sociologique des sciences expérimentales pourrait critiquer le caractère autosuffisant des connaissances cliniques. Et dans une assez large mesure, il faut reconnaître, les psychiatres sont amenés à conformer les faits aux catégories sémiologiques ou taxonomiques qui leur imposent. Toutefois, Germain Berrios, avisé contre le risque d'un réductionnisme sociologique, cherche à préserver la pertinence actuelle d'une psychopathologie descriptive héritée du XIXe siècle. Dans The History of Mental Symptoms, il rejette l'idée qu'une d'incommensurabilité entre époques, ce qui impliquerait une péremption des concepts, et pose la question décisive de l'existence d'un invariant naturel en psychopathologie. Cet invariant serait ce qui permettrait de dire que, malgré la variation des discours et des catégories, nous parlons encore de la même chose que les aliénistes. Sans lui, la sémiologie descriptive se dissout dans la seule historicité de ces concepts. Avec lui, elle prétend s'adosser à un réel qui ne vieillit pas. Mais Berrios reste dans l'embarras. Il ne parvient pas à déterminer si cet invariant relève d'un donné biologique, d'une structure anthropologique ou seulement d'une fiction utile de la discipline. C'est ce point d'indécision qui rend sa proposition fragile. Pour dépasser cette difficulté, il propose de fonder une nouvelle épistémologie régionale, où la vérité serait définie comme cohérence entre les revendications d'une communauté scientifique. Et de prime abord, cette hypothèse pragmatiste semble particulièrement appropriée à une discipline hybride comme la psychiatrie. Cependant, c'est bien celle-ci que j'aimerais qu'on essaye aujourd'hui ensemble de remettre en cause. Car ce qui, à mon sens, représente la principale limite de cette épistémologie régionale, c'est que Berrios se heurte à la difficulté d'établir la stabilité historique des objets de la psychiatrie
dans le cadre d'une théorie de la connaissance conçue comme une cohérence systémique de revendication. Pour une théorie de la vérité inscrite dans une théorie de la cohérence, comprendre quelque chose exige qu'on l'intègre dans une structure cohérente, dont la cohérence dépend d'un système conceptuel. La vérité est alors toujours dépendante de la cohérence. Mais si on ne peut pas s'appuyer sur un invariant naturel assuré, il ne suffit pas non plus de définir la vérité comme simple cohérence interne entre revendications d'une communauté. La cohérence ne garantit pas la stabilité des objets. L'histoire de la sémiologie montre au contraire que chaque progrès clinique introduit une dissonance, une rupture dans le système établi. L'opacité de la clinique oblige les savoirs psychiatriques à se réajuster, et c'est dans leur rapport à cette contrainte, plutôt que dans une cohérence autoréférentielle, que réside leur véritable valeur. Je crois même que cette cohérence systémique est ce qu'il y a de plus artificiel dans l'histoire du savoir psychiatrique, et que toute avancée sémiologique, c'est-à-dire tout geste visant à saisir une nouvelle part de la réalité de la maladie mentale, tend plutôt à mettre le système des savoirs psychiatriques en état d'incohérence. Il faut alors que l'on en vienne, psychologues, initiés en tout genre, à nous poser une question radicalement philosophique, à savoir, dans quelle théorie de la vérité peut-on inscrire une vérité de la psychopathologie? Voilà le problème. Et c'est en mobilisant la notion d'instrument piochée chez Bachelard que j'ai pu introduire une nuance essentielle. La phénoménotechnique désigne l'idée que la science progresse moins en accumulant des théories qu'en développant des techniques qui font exister des phénomènes. Comme l'a rappelé Hacking, le fait qu'un phénomène soit produit par une pratique expérimentale ne l'empêche pas de révéler une dimension de la réalité. Transposée à la psychiatrie, cette idée implique que la clinique ne crée pas la folie, mais qu'elle crée les conditions d'intelligibilité grâce auxquelles certains phénomènes psychiques deviennent observables et pensables. Mais pour être honnête, quand il s'agit de psychiatrie, ces enjeux épistémologiques sont difficiles à cerner, encore plus difficiles à maîtriser. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de détourner ce que Bachelard a pensé. La difficulté, c'est qu'il faudrait d'une part intégrer dans le savoir psychiatrique tout ce qui fait sa faillibilité, et de l'autre, essayer de discriminer quelque chose qui en préserve la valeur et qui en préserve la valeur au présent. À la suite de Bachelard et de Canguilhem, Hacking est amené à voir l'historicité des savoirs, non pas comme ce qui les rend faillibles, mais plutôt comme la preuve de leur scientificité. Une science n'est science que si elle élabore historiquement, en corrigeant ses erreurs, ses propres conditions d'objectivité. Il rejoint en fait le courant de l'épistémologie historique française quand il caractérise le discours scientifique par son historicité. Ce qui fait qu'un savoir devient un savoir scientifique, c'est le fait qu'il se soit corrigé, qu'il se soit rectifié historiquement. Mais chez Canguilhem, de considérer l'historicité comme critère de scientificité implique de se demander comment la connaissance théorique peut bien s'auto-analyser et se rectifier sans référence à une norme qui lui soit extérieure. Peut-on trouver à l'intérieur du discours les raisons qui obligent le discours scientifique à se reconfigurer? Autrement, de quoi la véracité des énoncés peut-elle être redevable? Et pourquoi les savoirs devraient-ils être en mouvement permanent dans l'histoire s'ils n'avaient de compte à rendre qu'à eux-mêmes? En gros, qu'est-ce qui les oblige à se corriger? Et si nous trouvions ces raisons à l'intérieur d'un discours ultérieur, dans le discours présent de la science, comme le veut Canguilhem, ce discours ultérieur, de quelle normativité est-il l'effet? Et comment pourrait-il être l'effet de sa propre normativité? En effet, le principal problème, s'agissant du savoir psychiatrique, est de situer la norme par rapport à laquelle peut se faire la rectification progressive du savoir vers sa scientificité. Puisqu'il faut, je crois, être d'assez mauvaise foi pour se satisfaire d'une option téléologique qui verrait dans les savoirs d'aujourd'hui la vérité vers laquelle aurait évolué le savoir d'hier. Dans l'historiographie psychiatrique, la psychanalyse a longtemps joué le rôle d'un savoir définitif, mais la perte de vitesse qu'elle subit aujourd'hui contredit ce mouvement. Et je crois, dans ce sens-là, que le savoir psychiatrique dévoile les limites de l'épistémologie historique de Canguilhem et de Foucault, et qu'une manière d'exposer ces limites se rapporte au débat engagé par Jacques Bouvresse contre Foucault sur la notion de vérité chez Nietzsche. Le savoir psychiatrique se rapporte, à mon sens, à une conception de la vérité, non pas comme correspondance avec la réalité. On ne peut pas dire toute la réalité, ni dire la réalité comme elle est,
ce qui représente la thèse réaliste standard, mais les énoncés cliniques doivent néanmoins prendre prise sur une réalité extralinguistique. La vérité ici n'est pas une correspondance miroir, mais une sorte de résonance contraignante entre ce que nous disons et ce qui ne se laisse pas entièrement dire. Synthétiquement, il faut pouvoir penser l'épistémologie de la psychiatrie dans une dialectique entre ce qui est dit et ce qui ne peut pas être dit. J'en viens maintenant au cœur de mon exposé, et je vais encore une fois essayer de reformuler le problème. Une épistémée, comme semble entendre Foucault, décrit les normes qui régissent historiquement la scientificité d'un discours. Mais le discours scientifique ne peut pas lui-même contenir la norme par rapport à laquelle les normes du discours scientifique seraient amenées à se transformer. Le discours scientifique peut bien trouver sa légitimité dans l'erreur dans ce qui le précède, dans l'erreur de ce qui le précède, et donc dans sa propre historicité, sa rectification. Mais pour que ce qui le précède se transforme en ce qu'il est, ce qui le précède a dû répondre à une norme négative qui l'aurait rendu instable. Nous ne pouvons pas non plus nous fier au mythe d'une vérité absolue vers laquelle tendrait la science, dans l'absolu, ni revenir à une forme trop naïve de réalisme qui mettrait à profit ce mythe comme critère régulateur de la science. Ne saurait être considéré comme régulateur, une norme qui n'existant pas ne régule ni la connaissance, ni les pratiques concrètes des scientifiques. C'est pourquoi il me semble que cette norme, le pôle régulateur de la science, doit être en rapport d'une manière ou d'une autre avec quelque chose comme une réalité extra-scientifique, ou plutôt extra-linguistique, dans le sens où elle ne saurait être réduite au discours de la science, ou à ce que la science pourrait en dire. Pour la psychiatrie, cette réalité est une réalité humaine, la réalité des rencontres entre les humains. Comme je le disais tout à l'heure, dans l'idée d'une phénoménotechnique de la clinique, il y aurait une sorte de fonction réalisante dans l'instrument clinique qui créerait les conditions d'observation des phénomènes cliniques qu'elle élucide. Cela ne veut pas dire que la clinique crée la folie, c'est le raccourci facile et réducteur, mais qu'elle crée les conditions d'intelligibilité qui rendent possibles les connaissances psychiatriques. Et dans une certaine mesure, les connaissances psychiatriques sont cette intelligibilité. Mais alors, y a-t-il pas là une forme de circularité qui annule toute prise du savoir sur la réalité? Je crois que non, parce qu'au fond, la réalité résiste à l'intelligibilité que la connaissance produit en elle. Elle dévoile son opacité en même temps qu'elle se découvre. Et il est important là d'entendre que l'opacité ici n'est pas seulement un reste négatif qui serait essentiellement impénétrable, comme ce dont parlait Steve ce matin, mais plutôt un principe qui s'articule avec l'idée d'instrument clinique. Et donc la norme régulatrice, ce par rapport à quoi le savoir psychiatrique s'historicise, c'est en définitive une réalité humaine irréductible au discours psychiatrique. La validité des phénomènes cliniques ne dépendrait donc pas seulement de leur émergence historique, mais aussi de la résistance qu'oppose toujours l'expérience clinique, qu'oppose toujours l'expérience clinique aux catégories qui cherchent à la saisir. Se pose alors avec plus d'insistance la question de la nature du savoir et avec elle le problème de la vérité comme énoncé historique. Quand Canguilhem affirme à la suite de Bachelard que la vérité est simplement ce qui est dit par la science, il implique par là qu'il n'y ait de vérité que le dire vrai de la science. La vérité de la science trouve sa légitimité, non pas dans le futur idéal de la pleine connaissance, mais dans sa propre histoire. Et cette vérité, elle appartient à l'histoire de la science. Enfin, la science trouve sa légitimité dans son histoire. Cependant, ce qu'il y a de paradoxal là-dedans, à mon sens, c'est que pour que la science accède à sa propre vérité et pour que la science accède elle-même à sa propre vérité en se corrigeant, il faudrait d'un côté qu'elle ne soit pas corrigée de l'extérieur et de l'autre qu'elle puisse réussir à se dire complètement et à dire complètement ce qu'elle est. On peut alors se demander si une telle forme d'idéalisme du discours scientifique ne représente pas le premier pas vers le scepticisme de Foucault, dont la démarche archéologique ne prend plus le présent de la science, le présent du discours scientifique pour norme de vérité, norme vers laquelle a tendu la science, mais pour une sorte de cible à abattre. En effet, chez Foucault, la notion d'objectivité est remplacée par celle de positivité, qu'il établit alors comme une qualité du discours, en faisant de l'énoncé le lieu de cette positivité. La matière même de son travail, c'est l'énoncé, c'est ce qui est dit, ce qui peut être dit.
Foucault maintient l'idée d'une historicité, qui est la mesure de l'objectivité des connaissances, mais élargit par rapport à Bachelard et à Canguilhem le spectre des énoncés susceptibles d'accepter une analyse épistémologique. Bachelard et Canguilhem étudient le discours de la science et les concepts qui s'y élaborent. Foucault, lui, déploie une analyse archéologique d'énoncés aussi divers que possible. Les idées philosophiques, les opinions communes, les pratiques littéraires, tout discours peut être étudié pour comprendre comment émerge au sein de ces différents discours une certaine qualité du discours qui est sa positivité, c'est-à-dire sa capacité à être considéré comme vrai ou faux. Et chaque propos, chaque énoncé ne peut accéder à un jugement vrai ou faux que dans un cadre bien spécifique. Si je dis à quelqu'un que mes enfants sont plus beaux que les siens, et là je rate mon effet de surprise parce qu'on voit déjà la prochaine diapo. Donc si je dis à quelqu'un que mes enfants sont plus beaux que les siens, ce qui est probablement vrai, c'est pas un propos qui rentre dans un régime de positivité scientifique. Et même si au plus profond de moi, je sais que c'est vrai, et même si j'arrivais à vous en convaincre, ce serait toujours pas un propos que l'on accepterait de considérer comme une donnée positive. En d'autres termes, Foucault n'étudie pas le discours scientifique, mais le devenir scientifique d'un discours. Ce n'est qu'une fois entré dans l'ordre des positivités, c'est-à-dire une fois qu'un énoncé acquiert la possibilité de prétendre être vrai, que la science dispose alors d'un discours véridique, caractérisé par l'autocritique et les corrections qui l'amènent à dire le vrai. Or, dans cette manière de voir les choses, Bouvresse critique surtout l'idée que la vérité, le fait d'être vrai, puisse n'être qu'un effet de la connaissance et non pas ce qui essentiellement la détermine et la fonde comme connaissance. C'est l'idée de la production du vrai, ce qui caractérise alors la démarche de Foucault et d'après Bouvresse, sa décision de ne jamais considérer la question de la vérité du point de vue de la chose, mais toujours uniquement du point de vue du dire vrai et plus précisément du point de vue de celui qui dit vrai. En effet, quand Foucault s'intéresse à la folie, il n'est pas question pour lui de comprendre comment une expérience de la folie est possible, mais comment un discours sur la folie peut devenir possible et pourquoi il peut être tenu pour vrai. Alors que pour Bouvresse, la différence entre ce qui est vrai et ce qui est tenu pour vrai est on peut plus essentielle. C'est à partir de cette différence entre ce qui est vrai et ce qui est tenu pour vrai que j'aimerais essayer avec vous de saisir l'enjeu de vérité qui habite, à mon sens, l'entreprise intellectuelle qu'est la psychopathologie. C'est pas si simple que ça, car aussi nécessaire soit-elle, il faut avouer que la distinction entre le vrai et le tenu pour vrai perd de sa clarté dans le cadre d'une discipline comme la psychiatrie, dont les objets interagissent avec les noms qu'on leur donne et se laissent façonner par la culture. En médecine mentale, les choses semblent un peu plus compliquées car la connaissance médicale ne peut pas être désintéressée. Elle est recherchée dans l'intention d'un pouvoir soigner, au ressort parfois occulte, qui, en santé mentale en particulier, s'applique à l'autre en tant qu'individu pétri de croyances. De plus, cet autre, si l'on en croit à King, est lui-même façonné par la connaissance médicale, et non pas nécessairement en ce qu'elle a de vrai, mais plutôt en ce qu'elle est tenue pour vrai. Parce qu'il y a tout un tas de croyances et de pseudo-vérités qui façonnent les gens. Et n'oublions pas non plus ceci, que nous dit Nietzsche dans Le Gai Savoir, c'est qu'il suffit de créer des noms nouveaux, des appréciations et des probabilités nouvelles pour créer à la longue des choses nouvelles. Et si le pouvoir sur les gens de ce qui est dit vrai et tenu pour vrai s'avère encore plus insidieux et plus profond que la vérité elle-même, les notions même de vérité et de réalité par rapport auxquelles aurait pu se stabiliser et historiciser le savoir psychiatrique redeviennent extrêmement problématiques. Voilà au fond le nœud du problème. L'histoire du savoir psychiatrique peut-elle garantir sa progression vers sa vérité? Ou doit-elle, au contraire, pour assurer ce rôle, réduire ce qui est vrai à ce qui est seulement tenu pour vrai? Il y a chez Nietzsche l'idée d'une volonté de maîtriser et on pourrait dire de soumettre la vérité. C'est un besoin de simplification, c'est un besoin de simplification de la vérité qui vise à en faire quelque chose d'utilisable. Mais ce vouloir maîtriser la vérité n'est pas orienté vers la vérité. Il s'en détourne au contraire, s'en éloigne de manière à donner aux connaissances un pouvoir de communication. C'est pourquoi Bouvresse refuse une lecture négationniste que fait Foucault de l'œuvre de Nietzsche. En effet, ils sont peu nombreux à avoir insisté autant que Nietzsche sur cette différence essentielle entre le vrai et le tenu pour vrai.
Au fond, il se joue chez Nietzsche une opposition dialectique entre connaître la vérité et maîtriser la vérité, dont le langage est l'un des acteurs principaux. Ce qui nous pousse à croire, on pourrait même dire à croire que l'on maîtrise la vérité, c'est une sorte de faiblesse instinctuelle contre laquelle seuls les esprits forts, dans le langage de Nietzsche, peuvent lutter. Mais pour qu'une différence puisse perdurer entre le vrai et le tenu pour vrai, il faut à mon sens qu'une vérité puisse concerner une réalité échappant à son énonciation. Si maîtriser la vérité, c'est pouvoir la dire, croire que l'on maîtrise la vérité, c'est croire que l'on peut la dire. On en revient donc à cette décision de Foucault de se concentrer uniquement sur les énoncés. D'après Matteo Vaghelli, c'est le rejet de l'homme comme centre organisateur de la connaissance qui amène Foucault à concentrer ses études sur les énoncés, sur le signifiant et non sur le signifié des discours. Mais je crois que quand il s'agit de la folie, l'anthropologie le rattrape. Et si Foucault cherche dans les pratiques discursives à éliminer la figure de l'humain, c'est la place des passions et celle du problème des passions dans l'élaboration des connaissances psychiatriques qui rétablit l'humain comme direction de prospection des savoirs aliénistes. Le mode même de la clinique réinjecte de l'humain dans la sous-détermination des théories qui cherchent à réduire et à dire l'humain. La part ineffable de la réalité clinique qui échappe au dire vrai rétablit du vrai en dehors du dire vrai. Par ailleurs, si on en revient donc à l'idée qu'un discours véridique, pour tendre historiquement vers la vérité, doit pouvoir se laisser guider par une norme qui ne peut pas être elle-même un discours, il faut envisager la solution pragmatiste qu'a récemment proposée le philosophe des sciences Hazok Cheng. Mais je crois qu'il s'agit là d'une option fondamentalement ruineuse, parce que le concept de cohérence opérationnelle que Chang voudrait redéfinir, par lequel Chang voudrait redéfinir les notions de réalité, de vérité et de connaissance, implique très grossièrement, comme il l'écrit, que la cohérence opérationnelle consiste à faire en sorte que différents éléments de notre activité s'articulent de manière cohérente pour nous permettre d'arriver à nos fins. La vérité empirique d'un énoncé se rapporte donc au rôle positif que cet énoncé peut tenir dans la facilitation d'activités opérationnelles cohérentes. Mais il faut encore une fois essayer de garder en tête cette différence fondamentale que faisait Nietzsche entre connaître et maîtriser la vérité, et se remémorer que c'est souvent au détriment de la vérité que l'on acquiert une maîtrise opérationnelle sur les choses. Aussi, l'histoire de la médecine regorge-t-elle d'exemples selon lesquels les caractères cohérents et opérationnels de certaines explications étiologiques ou psychopathologiques ont fait barrage à l'évolution des connaissances médicales. Une cohérence opératoire peut durablement faire écran au vrai. Jean Starobinsky a montré comment la théorie des humeurs et la sorte de géométrie logique du système qu'elle proposait a dominé et conquis les esprits pendant des siècles en agissant comme un obstacle à l'évolution des savoirs. Sans doute que le schématisme très simplifié que proposent les neurosciences dans le genre de la dépression, c'est un manque de sérotonine, en participant à leur succès, représente aussi un barrage à l'évolution des connaissances médicales. Je soutiens que c'est plutôt la résistance d'un réel extralinguistique, plutôt que la simple cohérence de nos pratiques, et parfois à l'encontre de la cohérence de nos pratiques, qui régule la rectification historique des savoirs. D'autant plus qu'en arrivant avec Cheng à une définition de ce qui est réel comme étant ce qui est capable de supporter des activités humaines cohérentes, nous sommes plus en mesure de traiter la plupart des problèmes que soulève habituellement en médecine la question de la réalité. Si est réel ce qui soutient des activités humaines cohérentes, comment distinguer l'entité qui résiste de celle qui ne subsiste que par l'usage? Que faire des diagnostics caducs et des catégories nouvelles qui produisent des effets sociaux avant d'indexer une réalité? Des nouveaux diagnostics émergent régulièrement. Ne pourrait-il pas avoir d'effet dans les activités humaines sans correspondre à rien? Et comment discuter leur degré de réalité si, par le seul fait que l'on s'en serve, ils sont d'emblée réels? Ne risquons-nous pas de niveler le sens de la réalité en nous satisfaisant d'une définition pragmatiste qui ne fasse plus la différence entre ce qui est réellement réel et ce qui ne l'est pas? Alors on pourrait dire il y a d'un côté des réalités scientifiques, de l'autre des réalités humaines, des réalités commerciales, des réalités pratiques. Mais n'aurions-nous pas tout simplement ressuscité le problème du réalisme? C'est ici que se joue la limite du pragmatisme. En réduisant la vérité à la simple efficacité de nos pratiques, on perd de vue la résistance du réel.
ce que j'appelle l'opacité épistémologique, c'est-à-dire ce qui échappe à la cohérence des discours, mais oblige pourtant leur transformation. Et surtout, en tant que psychiatre, il faudrait qu'on se demande si c'est pas parce qu'elle a toujours eu tendance à stabiliser son épistémologie sur une forme un peu floue et un peu trop facilement assumée de pragmatisme que la psychiatrie en arrive aujourd'hui à proposer une sorte de pluralisme assez dissonant au sein duquel, en l'absence d'un critère externe de vérité, personne ne semble plus vouloir vraiment communiquer. Et où chacun revendique la scientificité de son propre discours plutôt que de chercher à la prouver. Trop souvent, de nos jours, à mon sens, la rhétorique de la science surplombe et étouffe la logique de la science, comme si le titre de scientifique pouvait conférer une valeur scientifique à un discours. Ainsi, je crois qu'il est nécessaire et même urgent d'essayer de distinguer les enjeux de pouvoir et les enjeux de vérité qui tous deux façonnent les sciences. On peut bien entendu étudier comment telle ou telle discipline, telle ou telle théorie ou telle connaissance scientifique confère un pouvoir politique et permettent une forme de contrôle social et de domination. De même que l'on peut montrer comment et par quelle manigance s'acquiert une autorité professionnelle, mais cela ne revient pas à distinguer ni à comprendre les rapports des connaissances à la réalité. L'histoire des religions en témoigne, le fait qu'une proposition soit vraie ou fausse n'a en fait que peu d'importance quant à sa capacité à exercer un pouvoir de domination sur les esprits et sur les gens. Ce dont j'aimerais vous convaincre aujourd'hui pour terminer, c'est que la vérité ne peut pas être seulement un consensus sur la vérité. Dans un monde dirigé par les vérités péremptoires et frénétiques des réseaux sociaux, ni les philosophes ni les psychiatres ne peuvent abandonner le concept de vérité, ni confondre ce qui est vrai et ce qui est tenu pour vrai. En psychiatrie, l'instrument clinique façonne les gens, comme l'a montré Hacking, et les façonne même doublement, individuellement, au sein même de la rencontre clinique, et sociologiquement, en façonnant et en sanctionnant les mots de la culture par lesquels les individus sont amenés eux-mêmes à se définir, à se comprendre. Cependant, le nominalisme dynamique d'aujourd'hui ne peut plus se comprendre comme le faisait Hacking il y a seulement quelques années, dans un effet de boucle entre les symptômes que nomment les experts et l'effet qu'ils ont sur les gens. Partout dans le monde, les gens nomment et discutent leur vécu, leurs symptômes et leurs maladies. Ils se façonnent surtout les uns les autres. Les experts que nous sommes sont alors convoqués pour nommer ce qui existe déjà dans la culture. Ils ne font souvent que valider, et parfois malgré eux, les noms qui circulent dans la société. Dans ce cas, la psychiatrie se charge seulement de la validation administrative des noms qu'elle enregistre et documente. C'est une logique d'état civil qui la menace aujourd'hui, logique selon laquelle la science n'est plus que le tampon de la science. En définitive, c'est avec Nietzsche, je crois, que l'on approche au mieux l'enjeu de vérité que contient le problème de la sémiologie psychiatrique. Car certes, c'est une maîtrise seulement illusoire que le pouvoir de dire ce qui est tenu pour vrai, mais il est tout autant naïf de s'imaginer pouvoir dire quelque chose de la vérité sans en même temps la compromettre. L'aporie du concept, c'est le problème de la vérité comme correspondance propositionnelle. C'est le fait de ne pas pouvoir dire toute la vérité, mais de ne pouvoir aller vers la vérité autrement qu'en cherchant à la dire. Chez Nietzsche, cette contrainte a formé des concepts, des espèces, des formes, des fins, des lois, un monde de cas identiques. L'on ne doit pas la comprendre dans ce sens que nous serions capables de fixer un monde vrai, mais en tant que contrainte à nous arranger un monde où notre existence est rendue possible. Nous créons de la sorte un monde calculable, simplifié et compréhensible. Je tiens à répéter que je doute très fort qu'il faille complètement humaniser la vérité, c'est-à-dire abandonner une notion transcendantale de la vérité au profit d'une notion internaliste et naturalisée, comme tend à le faire quasi systématiquement l'épistémologie d'aujourd'hui. Surtout, surtout, on aurait grandement tort de s'imaginer avoir trouvé avec le pragmatisme une sorte d'astuce logique qui permet d'évacuer le problème de la vérité. En philosophie, éviter un problème, ce n'est jamais le résoudre. Le pragmatisme est l'enfant domestiqué d'un danger plus sévère, celui du relativisme. Et on peut bien admettre, et sans doute faut-il admettre, que la vérité soit hors d'atteinte, et donc que l'on ne puisse pas la dire, ni la maîtriser, ni vraiment l'évaluer, mais dans la mesure où elle demeurait foncièrement irréductible à nos concepts. Mais le discours scientifique doit rester un pari humain et historique sur la vérité. La tâche du scientifique est de ne jamais laisser mourir la dialectique qui se compromet dans le concept
et de ne jamais oublier l'origine du concept scientifique, qui est une compromission, certes, mais une compromission avec la réalité. Pour ce, il faudra, comme l'a été Nietzsche, être méfiant envers le langage, et envers notre propre langage en particulier. Mais la quête de véracité que poursuivait Nietzsche n'avait de sens qu'en vertu de sa croyance fondamentale en la vérité. Aussi, ne faut-il pas confondre le concept de vérité avec ce dont il est le concept, ni confondre la vérité avec l'invincible nécessité qui est son devenir langage. Merci.